Société, par exemple, urbaine, et il y a le niveau, je dirais, église, peut-être. Hein. Oui. Ouais, voilà, ça va, ça va. Au niveau village, Non, ça tourne, c'est pas grave. au niveau village, je pense que la centralisation, la fusion des communes a été une erreur. En tout cas, elle a été en faveur du nombril et ça a été une catastrophe pour les périphéries. Donc on a vu disparaître bien des choses, les petites écoles de village, on a vu disparaître tout ce qui était relationnel. Après ça, il y a eu aussi les administrations étaient de plus en plus éloignées, lourdes, technologiques. Et finalement, il faut tous les jours inventer quelque chose d'autre pour faire du lien entre villageois. Alors que par exemple, ce village a 470 habitants, avec beaucoup plus de vaches que d'habitants. C'est encore heureusement un village qui a 9 fermes en activité, ce qui est le cas de beaucoup de villages. Il n'y a donc pas de terrain à vendre, à bâtir, etc. Ce qui veut dire qu'on a encore l'occasion de se connaître, c'est encore à l'échelle humaine. Et donc on est obligé chaque mois, et parfois plusieurs fois par mois, de faire des fêtes. Donc provoquer des raisons de se connaître. Alors, bon, il y a une fête minimum par mois, ça c'est clair, parce que le village c'est 3 hameaux, Wam, Audemay, Brifeuille. Il y a des kilomètres entre chaque hameau, et c'est déjà difficile rien qu'entre nous, il ne faut pas demander avec les autres villages et avec... donc on essaie toujours d'avoir au moins un événement par mois, et souvent 2, parce que tout le monde n'est pas culturel. Il peut y avoir seulement par exemple, demain, je fais une balade avec des vieilles motos. Bon, c'est pas du tout mon truc, mais j'irai quand même manger avec eux, parce que c'est l'occasion de voir d'autres qui font d'autres choses, etc. Peut-être qu'un jour, on pourra réinventer une école de village, hein, parce que, bon, mais, en attendant, c'est difficile. Peut-être qu'un jour, on pourra de nouveau avoir une épicerie dans le village. Enfin, il existe un circuit court entre les producteurs, c'est déjà pas mal, mais on y trouve évidemment que des choses bio, etc. Donc, alors l'église, eh bien oui, elle participe à ce mouvement de dire qu'il ne faut pas que le village se meure. D'abord parce qu'il y a une Eucharistie tous les dimanches, qui dure assez longuement et qui se termine par un café dans l'église. Donc c'est l'occasion de papoter jusque midi. Maintenant c'est vrai que je me souviens dans ce café chrétien que les gens qui sont, disons, de philosophie. Donc il y a d'autres passerelles qu'il faudra sans doute faire. Alors il y a encore... qui sont nombreux, oui. Et alors on essaie par exemple de faire de l'église des événements culturels, des concerts, expos, pareil. Ça devient le salon communautaire hors sacrement. Et là c'est parfois la difficulté que je vais avoir avec les responsables officiels de l'église qui ont difficile à ce que du profane, enfin, ce qu'ils appellent le profane, rentre dans une église. Parce que dans leur tête à eux, qu'ils soient évêques ou qu'ils soient doyens, c'est très souvent l'église, c'est seulement du religieux. Hein. Et encore même dans le religieux, du sacramentel. Donc on essaie tout le temps, soit d'avoir des témoins qui passent, on a eu Jacques Gaillot, on a eu Ringlé, enfin, des gens qui font réfléchir. Et donc on a l'avantage au niveau de ce village de dire qu'une des réparations à une décision politique, c'est de reprendre une part totale de sa citoyenneté et de ne pas attendre les permissions pour le faire. Si je demande les permissions, alors une fois sur deux, ça ne se fait pas. Il y a une deuxième chose au niveau des villes, là c'est plus le combat contre la pauvreté. Actuellement, tout le discours officiel du sécuritaire amène qu'on fait la chasse aux pauvres et pas la chasse à la pauvreté. On fait des règlements pour les mendiants, on fait des... finalement, il y a de plus en plus de gens qui tombent dans la précarité et au lieu de les aider, on tire encore dessus. Donc il y a 3 choses qu'il faut lutter, qu'il faudrait réparer. La première, c'est la dépénalisation de la cohabitation. C'est évident que normalement, il y a des réflexes, disons, familiaux ou amicaux pour que quelqu'un ne soit pas à la rue. Mais si vous êtes au chômage, à la mutuelle, au CPS, vous n'avez pas le droit d'être solidaire, sinon vous êtes pénalisé. Nous sommes le dernier pays européen occidental
à continuer à pénaliser les gens qui cèdent. C'est quand même un comble qu'on pénalise la solidarité naturelle. Peut-être qu'il faut l'encadrer pour éviter les abus, mais en tout cas pas la pénaliser. La deuxième chose qui est importante aussi par rapport à la lutte contre la pauvreté, c'est évidemment le gros problème, disons, des squats. Notre politique de logements sociaux fait que ce sont des équipements déjà souvent très réduits, mais très pensés, avec des gens qui sont déstructurés. Forcément, l'aventure tourne une fois sur deux mal. Il vaudrait mieux faire du communautaire à échelle humaine, 3, 4, 6, 8 personnes qui se mettent ensemble, qui prennent un habitat qui n'est peut-être pas nécessairement du logement, ça peut être une petite usine, des bureaux, enfin un vieux truc qui traîne à gauche et à droite, et leur donner les capacités d'aménager ça en un communautaire qui correspond à leur culture, disons, de déstructurer par rapport à notre modèle. Hein. Ma douche, mon évier, ma cuisine, mon repas, mon four micro-ondes, etc. Donc, ces gens qui ont vécu pendant 10 ans, 15 ans à la galère n'ont plus ce type de réflexe. Il faut donc réinventer, outre le logement social qui peut continuer pour certaines personnes, il faut réinventer du communautaire autogéré, mais à échelle humaine, pas des mammouths de 30, 40 personnes, alors on tombe dans le truc des maisons d'accueil, avec des règlements forfaitaires, avec des choses permises, des choses pas permises, etc. Un des grands problèmes aussi qu'il faut, c'est réparer l'information. Donc, avec tout le contexte actuel, c'est bien que, bon, voilà, notre gouvernement fait particulièrement la chasse aux sans-papiers. Alors on nous dit, oui, les sans-papiers, ça nous coûte beaucoup d'argent, tatati et tatata. Hein, mais en fait, ce qu'on ne nous dit pas, hein, et là il faut réparer l'information, c'est qu'actuellement, dimanche passé, on a voté un accroissement des centres fermés. Donc on va désormais avoir 1066 lits de gens qu'on va enfermer, des gens qui n'ont pas fait aucun délit, parce que sinon ils seraient dans des prisons normales. Le seul délit, c'est d'être ici sans papier. Hein. Donc ils n'ont fait aucun délit, parfois depuis 10 ans. Chapeau devrait les décorer plutôt. Et donc ces gens-là, on les enferme. Déjà qu'on a prolongé de 4 mois à 8 mois. Et ça nous coûte par jour, par personne enfermée, 273 €. Donc on dépense 273 € bientôt pour 1066 personnes par jour. Mais quelle somme! Et on laisse le discours continuer à dire, oui mais attention, les étrangers, ça nous coûte cher. Je lui dirais, non, les étrangers sans papier vont finir par nous donner du travail. Mais c'est quand même, oui, mais c'est quand même fou. Hein. Donc, il y a là un discours à corriger par rapport à qu'est-ce qu'on fait de notre argent public. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Parce que moi, je paye mes contributions pour qu'on augmente de plus en plus les centres fermés. Est-ce que je paye mes contributions pour qu'on gaspille autant d'argent? C'est pas possible. Ah. Vous voulez boire ou vous allez manger, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, d'accord. Merci. Hein. Merci, félicitations. Merci beaucoup. Et donc, là, c'est vraiment... Et je dirais c'est tout le temps, quoi, tu vois. L'islamophobie, l'homophobie, enfin, tout. Mais, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Mais ne pas se laisser habiter par la peur. On doit pouvoir vivre la confiance. Enfin, moi, je vis depuis maintenant 87 avec des gens qui sont... Que tout le monde dit, t'as pas peur? Ben non, j'ai pas peur. Et il ne m'est jamais rien arrivé. Et finalement, tous ces gens avaient des richesses développées. Hein. Donc là, c'est vraiment des choses sur lesquelles, je dirais, actuellement, on doit avoir un discours vraiment, si on veut ne pas se laisser enfoncer dans la peur de l'autre. C'est la même chose au point de vue Église, hein, l'Église elle-même. Hein. Donc l'Église était une pyramide avec des moutons en bas. Vatican II a essayé de faire rêver qu'on pouvait renverser la pyramide. Il y a les moutons avec tout ce qu'ils peuvent représenter de vivacité. Hein. Et puis de là va découler des services. L'autorité n'est plus une autorité, elle est un service normalement.
Alors, il y a deux débats dans l'Église, parce que, bon, moi j'aurais rêvé d'une Église où l'argent est transparent, qu'on sache réellement ce que ça nous coûte et à quoi on le dépense. Et tout le monde a le droit d'avoir un accès au compte. Ça, ce serait déjà une crédibilité importante, parce qu'on dit toujours l'Église elle est riche, mais si on n'est pas transparent, c'est normal, les gens vont peut-être que l'Église distribue beaucoup d'argent, peut-être qu'elle est riche aussi, moi j'en sais trop rien. Je sais que nous ici, une fois par an, on consacre toute une heure à expliquer aux gens ce qu'on a fait de l'argent qu'ils nous ont donné. Et donc on parraine différentes choses, on garde une poire pour la soif si jamais il y avait un problème majeur, et puis le reste, il y a des trucs de fonctionnement, de culture, etc. Donc voilà. Le côté masculin, féminin dans l'Église. J'ai dit, pour revenir au village, que les villages perdent de plus en plus leur identité parce qu'il n'y a plus de lieux de rencontre. Une des choses qu'on constate maintenant, c'est que les curés, étant moins nombreux, eh bien, au lieu de dire tous les jours son valeur de dimanche, non, on fait une tournante d'église, je dirais, allez, s'il y a 10 paroisses, eh bien, il y aura une messe une fois par mois, peut-être dans chaque paroisse, soit le samedi, soit le dimanche. Hein. Mais c'est tuer la vie citoyenne, parce que dans la mesure où l'Église est encore un lieu de rencontre, il faut faire l'inverse, il ne faut pas restreindre l'ouverture des églises, il faut au contraire l'ouvrir, mais peut-être à d'autres jours de la semaine, en faisant des offices du soir. On peut imaginer par exemple que, ben voilà, le mardi, Péclé, ou bien, je sais pas moi, ou Archin, eh bien, il y aura une messe, et cette messe a valeur du dimanche. Et après avoir prié ensemble, eh bien, quelqu'un a prévu une soupe, chacun est venu avec son pique-nique, et on met quelques tables dans l'église, et on mange ensemble. Parce que de toute façon, trop grande, il n'y a plus beaucoup de monde, on peut laisser 2-3 tables dans l'église, et manger ensemble. Ou s'il y a une friterie à côté, on va chercher des frites, on les mange ensemble. Bon, peut-être pas la friterie, parce qu'il n'y a peut-être pas de place pour s'asseoir, et pour être vraiment ensemble, mais bon, on revient avec les frites à l'église, on mange ces frites avec les autres, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire d'une façon urgente, hein, parce que ils vont finir par céder à tout ce qui est lieu de rencontre et lieu de communautaire. Donc, les gens ont des voitures, ils peuvent aller où ils veulent. Mais non, oui, bien sûr, on peut aller où on veut, mais là, on va pas vraiment dans une communauté, on va un petit peu aller comme on va au bastion faire ses commissions, quoi. Hein. Mais normalement, c'est pas ça, quoi. Hein. Mais en fait, ils insistent sur le sens du devoir, c'est-à-dire d'amener une fois par semaine à l'église et non plus pour ce que ça pourrait représenter pour eux. C'est ça. Au sens du partage, d'un moment Et faire que de notre réfléchir monde aussi ne s'en sur, sortira que s'il retrouve des accents ou des épices communautaires. La dérive qu'on a connue depuis la guerre 40-45, hein, d'une sorte de chacun pour soi, hein, et je ne veux dépendre de personne, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Alors on peut prendre aussi des combats comme au niveau de la pensée. Hein. C'est évident qu'il faut quitter toutes les questions dogmatiques, qu'elles soient du dogmatisme laïque, comme les laïcs rabbiniques, ou du dogmatisme chrétien, ou du dogmatisme musulman, pour retrouver une libre pensée. Je pense que le questionnement nous est donné à chacun. On va prendre l'exemple, prenons l'euthanasie. Hein. Ben, le questionnement est là. On aura 5 réponses différentes. Moi, je n'ai jamais trouvé un sens à la souffrance. Je ne vois pas. Et pour moi, c'est probablement la question que j'aurais le plus envie de poser à Dieu, mais qu'est-ce que tu peux trouver comme sens à la souffrance? Parce que moi, je n'en trouve pas. Et donc, je préfère rendre ma vie tant que, une fois que je sais qu'il n'y a plus rien à foutre, eh bien, je préfère la rendre en étant conscient que rester comme un légume qui n'en finit pas de mourir, même si on met de la morphine, même si on met du cannabis, même si on met toutes sortes de choses pour être joyeux pour les autres. Je trouve que mon acte à moi de citoyen, si je suis croyant, puisque j'ai reçu la vie comme un cadeau, c'est de le donner
en disant merci de me l'avoir donné. Tu vois. Enfin, ben maintenant, ça peut être choquant pour certaines personnes. Et je respecte les gens qui préfèrent dire non, moi je préfère les soins palliatifs. Bon, voilà, c'est respectable. Tu vois. La même chose peut-être pour la pilule du lendemain, on a travaillé toute cette semaine. Quoi. Bon, c'est évident que. Là, accepté, Moi, hein. oui, non, mais moi je trouve dommage que c'est toujours la femme qui doit faire le sacrifice. Personnellement, je trouve que les hommes, je ne sais pas si c'est une pilule du lendemain pour l'homme, pas du lendemain, mais De la veille. préventive. Quoi. Hein, De la veille, hein. du jour même ou de... Parce que c'est. Enfin, on te dit que c'est dangereux au point de vue cardiaque, au point de vue, etc. C'est une injonction hormonale importante dans ton corps. Je ne vois pas pourquoi c'est toujours la femme qui doit porter ça, tu vois. Une réparation. Alors là, je m'adresse à la laïcité, puisqu'elle est souvent le centre des J'en femmes. suis. Mais sur ces questions-là, l'avortement c'est pour la femme, la pilule du lendemain c'est pour la femme. Mais non, mais que l'homme joue aussi avec ses testicules et voit un petit peu s'il peut arrêter d'être fécond, quoi. Momentanément ou définitivement, parce que bon, finalement, c'est un peu facile, quoi. Hein. Et donc là, il y a des choses qu'il faut réparer dans l'opinion publique aussi, tu vois. On peut prendre 1000 sujets comme ça. Mais on va dans le bon sens, je ne suis pas du tout pessimiste, parce que je trouve qu'il y a effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de petits signes, beaucoup de petites réalisations, où on a vraiment l'impression qu'un nouveau monde est en train d'advenir. Moi, je suis plutôt très optimiste. Et par ici, est-ce que c'est ici Ben, notamment, ben ici, le nombre, par exemple, sur les 5 dernières années, il y a au moins 4 fermes qui sont passées de l'agriculture industrielle, agroalimentaire, au bio. Il y a 2 circuits courts de consommateurs. Il y a quand même une réflexion, mais pas encore au niveau culture, ça se fait de parents pauvres, mais je pense que ce serait intéressant qu'il y aurait comme un genre de théâtre-action, bien des choses comme ça qui permettraient, tout en s'amusant et en une façon un peu culturelle, reprendre l'interrogation. Malheureusement, toutes ces interrogations sont surtout intellectualisantes. Et donc on a un clivage entre les capables de comprendre un village et les gens qui sont moi je bois mes pains, quoi. Hein. Bon, là je pense qu'on a encore du travail à faire. Mais ce ne sera pas facile parce que. Et ce travail, il est important autant à J'ai par exemple vu dans le Luxembourg belge beaucoup plus de créativité théâtrale. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle La Rhubarbe. La Rhubarbe, c'est une pièce de théâtre qui montrait un peu qu'on est des cons, quoi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait cuisiner, des très agréables, qui sont dans la nature, mais voilà, non, personne ne prend de la rhubarbe, ça fait un peu minable, hein. Il vaut mieux acheter des trucs bien chers pour faire un peu select, tu vois. Donc ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, moi je dirais la simplicité volontaire aussi, j'ajouterais, eh bien c'est ça qui est intéressant, quoi. Donc, mais c'est un peu difficile ici. Je crois que dans les écoles, je ne vais pas faire de la politique parce que l'écolo, pour moi, mais je veux dire, l'écologie a plus travaillé les villages luxembourgeois et namurois que ici dans le Tournésie et dans le Hainaut. Dans le Hainaut, on est encore resté fort socialiste. Le socialisme a fait du bien, il peut encore faire du bien, mais sur ce niveau-là, en tout cas, je crois qu'il est actuellement en recul. Et c'est dommage. Voilà, on peut regarder ces phénomènes français, on verra ce que ça donnera, mais bon, c'est vrai que c'est interpellant. C'est interpellant parce que bon, il y avait là bien une situation qui paraissait paralysante et paralysée. Bon. Il ne faut pas tout attendre non plus, hein, il y aura certainement, mais c'est indicatif quand même. C'est indicatif que si les citoyens se mobilisent, ça peut changer.
Si. Il y a peut-être d'autres questions, je sais pas. Oh, on a fait un... Mais moi, je me disais, vous êtes sur deux entités complètement différentes. Liège d'un côté, plutôt la grande ville, et on m'a dit tous les week-ends vous revenez ici. Oui, oui, quand même. Mais que vous étiez aussi originaire de Wam. Je suis né, mais je suis passé à l'âge de 12 ans. Déjà, mais vous tenez quand même à revenir ici. Les combats sont différents. Qu'est-ce qui motive Bon, ce qui a fait que je suis venu ici, c'est que des personnes que j'accueillais, que je rencontrais, avaient besoin d'aller à la campagne. Et dans mon projet à moi, j'ai d'abord cherché dans le Luxembourg. Mais quand ils ont su que c'était des personnes dépendantes de drogue, au Luxembourg, ils ont eu peur. Et donc, je suis replié sur ce village, parce qu'à ce moment-là, le TGV était en train de se construire, et il y avait énormément d'expropriations et de bouts de maisons qui restaient expropriés, mais utilisables. Et donc, on a fait un échange de services, ce qu'on appelle échange de services. Les gens pouvaient venir 8 jours, 15 jours, 1 an ici. Et par exemple, tout le rejointement de tout ceci, y compris de la cheminée, a été fait par un liégeois qui était très dépendant de drogue. Et il est resté 6 ans ici, il a sorti de la drogue. Hein. Et moi, en échange, donc, ils n'étaient pas payés, ils étaient logés et nourris. Bon, un petit peu quand même, un peu d'argent de poche. Et puis alors, en échange, moi je venais rendre des services d'animateurs spirituels et culturels, parce que les deux étaient quand même là, pour ce village. Donc ça c'est vrai que c'est une certaine chance qu'ils ont, c'est un échange de services. Si on commence à mettre de l'argent là-dedans, voilà, c'est un peu triste. Parce que c'est difficile, c'est-à-dire que les réponses sont pas les mêmes, les combats sont les mêmes, mais les réponses ne sont pas les mêmes parce que l'échelle n'est pas la même. Hein. Bon, par exemple, le problème locatif ici dans un village, il y a presque tout le monde est propriétaire. Donc, si je compte en tout, j'ai compté tout à l'heure en venant, je crois que quelqu'un me cherche après un logement à louer. J'ai fait un peu de mémoire le tour du village. Je crois qu'il y a en tout et pour tout 12 locations potentielles, mais elles sont louées. Tu vois. Et donc voilà. Hein. Donc il y a une maison, c'est déjà 3. Enfin, il y a peut-être 5 maisons en location avec peut-être parfois 2-3 appartements. Quoi. Donc le problème locatif ici, le problème par exemple de la précarité ici, c'est plutôt les fins de mois, tu vois, difficiles, et où les gens se referment parce qu'on a gardé un beau rideau, on met toujours une belle robe, tu vois, mais il n'y a plus rien dans le frigo, tu vois, et ça on ne sait pas le dire à personne, tu vois. Ou bien on s'excuse, on n'est pas libre pour ce week-end, pour l'animation, ou bien pour ceci, ou pour aller en excursion, ou des choses comme ça. Et en réalité, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est tout à fait libre. Et voilà. Où est-ce que je vais trouver les 20 € pour aller en excursion toute une journée? Où est-ce que je vais trouver les 12 € pour aller à un repas festif? Parce que bon, on essaie de faire le plus bas possible, mais on ne sait pas faire une gratuité. Sauf si la personne nous le dit. Alors là, il y a la caisse, ben voilà, il y a la caisse qui est là, qui est venue là tantôt, elle passera dans cette caisse, et ça peut aider. Mais si, comment savoir que quelqu'un ne s'en sort pas? Oui, quand le huissier arrive, ou quand... c'est difficile, ça parfois. Là, en ville, c'est différent. En ville, les gens se racontent ou se montent dans leur échec beaucoup plus vite. Ça, en ville, c'est plus facile. Ici, je trouve qu'il y a encore le regard de l'autre qui te marginalise. Maintenant, il y a de l'anonymat aussi en ville, bien sûr. Hein. Là, c'est vrai. Mais les villes comme Liège, il y a un tissu associatif tellement important que... Bon, si par exemple quelqu'un meurt dans la rue, forcément, il ne sera pas enterré avec ses pas payés. Conclusion, il va sans doute mijoter pendant 8 jours dans le frigo à la morgue. Mais sur les 8 jours de temps, on sera arrivé à conscientiser au moins une vingtaine de personnes à être présents à 9h du matin au cimetière comme des trentaines. Ce que d'autres villes n'arrivent pas. Par exemple, on a vu avec Mons, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à Mons, eh bien, on n'arrive pas à avoir ce
cette même rapidité, tu vois. C'est encore une ville, une tissu associatif et peut-être plus étiqueté philosophiquement aussi. Les chrétiens mijotent entre eux, les autres, les non-croyants entre eux, les musulmans entre eux. Non, il faut créer des courants d'air entre tout ça. Parce que c'est le même public qui vient manger. Le public qui vient manger à la mosquée le soir, c'est le même que tu retrouves à l'opération Thermos, que tu trouves au restaurant du Cœur. C'est pas les mêmes jours, c'est le même public. Alors essayons de travailler ensemble, parce que c'est pas. Je ne dois pas être satisfait que des 140 personnes sont venues manger chez moi demain à midi, par exemple. 140 personnes viendront manger chez moi à Liège demain. Je ne serai pas là, mais bon, ils viennent manger tous les dimanches. C'est pas un plume à mon chapeau, tu vois. Je dois me poser la question avec les autres, voir quel est le jour où peut-être ces 140 personnes n'ont rien à manger. Parce que chacun, Krishna fait le mercredi, ça on le sait, les chrétiens font le samedi, les musulmans le font le dimanche. Voilà. Et en général, c'est plantureux, parce que les épiceries méditerranéennes, parce que c'est pas seulement le maghrébin, les méditerranéens italiens et les espagnols ont difficile à jeter leurs invendus. Et donc ils les donnent. Et si tu trouves des bénévoles pour transformer ça en mata, en tagine, en couscous, tu bouffes des légumes comme on ne ferait même pas ce soir, parce que comme on n'a pas des avions dans le de toute façon, ça c'est un... je dois partir. Je suis désolé, le chauffeur arrive. Mais Pour dire à la gare. c'était super. Ok.